Bonjour, je m'appelle Francisco Velasco Caballero, professeur agrégé en droit administratif à l'Université Autónoma de Madrid et directeur de l'Institut de droit local de la même université. Dans le cadre du programme Partager des connaissances que l'Union des directeurs territoriaux d'Europe développe en collaboration avec l'Institut cité, essayer de décrire la diversité des organisations ou des niveaux du gouvernement local en Europe et exposer quelles sont les causes qui expliquent cette diversité dans les pays européens. Le point de départ serait de savoir qu'en Europe, il y a une grande diversité de structures au niveau du gouvernement local, avec plus ou moins de complexité, avec plus ou moins de niveaux de direction locale et avec un grand nombre d'unités de gouvernement dans chacun de ces niveaux. Dans ces minutes, ce que j'essaierai, c'est d'identifier des critères qui expliquent pourquoi, dans un État, les niveaux du gouvernement local ont une structure et dans un autre État, sont une structure différente. Nous avons identifié 5 critères qui pourraient expliquer la diversité des systèmes des administrations locales dans ces différentes combinaisons. Le premier est l'importance de la nation ou des régions d'un pays qui possède un pouvoir au-dessus du pouvoir local de ce même pays. Deuxièmement, savoir quelle est la structure démographique de chaque pays. Troisièmement, connaître le poids de la tradition et de l'histoire dans la formation de l'organisation locale de chaque pays. De même, nous ferons remarquer l'importance du principe démocratique dans la structure du pouvoir politique dans chaque pays. Et finalement, aussi comme critère explicatif, avec plus ou moins d'efficacité, la préoccupation économique du budget public dans chacun des pays que l'on va considérer. Ce que je vais expliquer en premier, c'est que même le concept des régimes de gouvernement local n'est pas partagé en Europe. Il y a des pays comme la France, par exemple, où on intègre dans le concept local ce qui concerne le domaine régional ou départemental. Cependant, la ligne que l'on va suivre est de comprendre que le pouvoir local représente tout ce qui est en dessous de ces structures étatiques ou régionales. À partir de cette précision, on peut identifier en Europe des niveaux du gouvernement local simples ou complexes. Lorsque je parle des régimes de gouvernement local simple, je fais allusion à celles qui ont un seul niveau de gouvernement. Normalement, c'est le municipal. Lorsque je parle des régimes de gouvernement local complexe, je fais allusion à l'idée qu'il existe plus de 2 niveaux de gouvernement local. Mais même dans les régimes de gouvernement local simple, il y a une grande diversité de modèles. C'est le cas, par exemple, de l'Angleterre dans le Royaume-Uni, où les systèmes de gouvernement local simple sont fondés sur la base des Unitarian Authority, mais où le nombre d'unités de gouvernement, c'est-à-dire le nombre d'autorités unitaires, est relativement faible, autour de 400. Et en même temps, on a le cas de l'Autriche, ou bien que ces pays soient un État fédéral, les niveaux du gouvernement local sont simples et fonctionnent sur la base d'une municipalité où il y a un grand nombre de communes, proche de 3000. De l'autre côté, on a le niveau de gouvernement local complexe, c'est-à-dire composé de plus de 2 niveaux de gouvernement local. Il y a là également une grande diversité puisque dans certains pays, bien qu'ils aient un système de gouvernement local complexe, le nombre d'unités de gouvernement local est bas et d'autres pas. C'est le cas par exemple de la France, où il y a des niveaux du gouvernement local complexe créés sur la base fondamentale de la municipalité et des départements, où le nombre de communes est très élevé, environ au-dessus de 36 000. Cependant, on a les cas de l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne qui comptent avec des organisations locales complexes, avec un nombre de communes plus réduit, environ les 8 000 dans les 3 cas. Étant donné la diversité des niveaux de gouvernement local européen, on va essayer d'expliquer à travers les différents critères comment leur combinaison peut expliquer cette diversité. Le premier des critères est l'importance du pouvoir supralocal, c'est-à-dire de l'État ou de la région dans chacun des pays et leur influence dans l'organisation locale. La conclusion que l'on peut obtenir dans ce point est que la forme de l'État, c'est-à-dire qu'il soit unitaire ou fédéral, soit un État plus ou moins centralisé, ne conditionne pas nécessairement la structure des niveaux du gouvernement local. En effet, on a des États unitaires avec des régimes locaux simples, c'est le cas du Portugal ou de la Bulgarie, et on a aussi des États unitaires avec des régimes locaux complexes, c'est le cas par exemple de la France.
D'un autre côté, on a des États fédéraux ou décentralisés qui ont des structures locales simples ou complexes. Un exemple des pays fédéraux avec une structure locale simple serait l'Autriche, et un exemple d'États fédéraux ou décentralisés avec une structure locale complexe serait par exemple l'Italie ou l'Allemagne. Ce qui est important, que la forme d'État soit fédérale ou décentrée, soit unitaire ou décentralisée, ne conditionne pas la structure locale. Elle détermine que quelques-unes des pièces de niveau du gouvernement local soient relativement faibles. C'est usuel d'observer dans les États fédéraux ou décentralisés que le niveau de gouvernement territorial, qu'on appelle région Kreis dans le cas d'Allemagne ou des provinces dans le cas de l'Italie ou l'Espagne, soit relativement faible, dans l'idée qu'il y a déjà assez de niveaux territoriaux de gouvernement, et cela indique qu'un d'entre eux, le local, avec une structure territoriale, soit plus faible que les autres. Le deuxième critère qui puisse expliquer la formation de chaque niveau du gouvernement local dans différents pays serait sa structure démographique. Quand on est face à des noyaux dispersés, soit à cause de la propre structure du pays, soit parce que c'est une partie du pays qui compte d'une structure démographique d'établissements humains dispersés, car d'habitude, il a lieu avec des régimes complexes, c'est-à-dire avec au moins deux niveaux de gouvernement, le local et le régional. Ainsi, à la campagne en Allemagne, il y a les Kreisen, qui ont une importance fonctionnelle. Et à la campagne en Angleterre, il y a une tendance à ce qu'il y ait deux niveaux de gouvernement. Cependant, dans les noyaux de population concentrés, à cause de la structure du pays, il arrive que le régime local soit simple et l'organisation est formée normalement d'un seul niveau de gouvernement. C'est le cas de la population urbaine en Angleterre, où il y a une concentration de pouvoir, une seule autorité locale pour toutes les affaires de la communauté locale. Le troisième critère explicatif de la diversité des niveaux du gouvernement local européen provient du poids de la tradition et de l'histoire, dans l'idée que cela aurait pu être conçu il y a plus d'un siècle, où sont devenues des identités territoriales difficiles à changer. Fréquemment, l'organisation locale est régularisée par des lois et on ne trouve pas toujours des majorités parlementaires suffisantes pour les changer. En effet, dans quelques pays européens, il y a une continuité des structures locales en référence à une époque historique concrète, comme celle des révolutions libérales à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. À remarquer la structure locale française, l'espagnole ou l'italienne, on y trouve un nombre élevé de communes, soit 36 000 en France ou 8 000 en Italie ou en Espagne, et qu'il y a un rapport avec la structure du pouvoir local à la naissance des États contemporains. Dans une moindre mesure, on peut observer une certaine continuité dans la structure locale des anciens pays socialistes où le pouvoir local est devenu démocratique et où la structure locale continue à être pareille qu'à l'époque socialiste, comme c'est le cas de la Lituanie. Le quatrième critère qui peut contribuer à l'explication de la diversité des niveaux de gouvernement local et européen est l'importance du principe démocratique, si essentiel dans chacun des États au moment d'élaborer sa structure locale. Ces États qui se prêtent habituellement au principe démocratique ont une organisation locale complexe, c'est-à-dire de plus d'un niveau de gouvernement local, dans la mesure où chaque communauté locale tente de posséder son propre gouvernement démocratique. Cela est important afin de comprendre pourquoi quelques États dotés d'une structure locale simple, comme par exemple l'Angleterre, le Pays de Galles, la Lituanie, la Bulgarie, ont développé les niveaux de sous-municipal de gouvernement, comme c'est le cas en Angleterre des Community of Paris. Dans les États avec une structure locale simple et d'un seul niveau de gouvernement, on remarque la manque ou l'absence de la gouvernance par les citoyens dans les affaires quotidiennes de la petite communauté, du district, des quartiers ou du noyau de population. Ainsi, dans ces dernières années, la création des entités infralocales des gouvernements communaux se sont instaurées. C'est le cas, par exemple, de Localism Act en 2011 dans le Royaume-Uni.
Finalement, le dernier critère ou facteur important que l'on trouve pour expliquer la diversité des niveaux du gouvernement local européen est celui de l'efficacité. Dans quelle mesure chaque État essaye de gérer ou administrer le pouvoir local et les communautés locales avec, si possible, des dépenses budgétaires publiques les plus basses. Il faut attirer l'attention sur le fait que la majorité des pays du nord de l'Europe, dès les années 70, se dirigent traditionnellement vers des politiques de réduction du nombre de structures locales dans une perspective fondamentalement horizontale, c'est-à-dire le nombre de communes et dans d'autres cas également le nombre de régions, comme en Suède, en Allemagne et même en Angleterre, la Finlande ou récemment le Danemark, dans l'actualité récente, ont soutenu les politiques recommandées par l'Union européenne ou les Fonds monétaires internationaux, conséquence de la crise économique de certains pays européens, préconisant justement une tendance à la réduction des niveaux du gouvernement local. Dans ces circonstances, on observe des changements qui se sont déjà produits en Italie, comme la réduction des niveaux du gouvernement submunicipal pour des circonscrizioni di centramento ou la réduction des provinces, et au Portugal, l'ouverture en 2011 d'un processus de réduction du nombre de freguesias, c'est-à-dire d'entités submunicipales. En Espagne également, il y a des propositions pour réduire le nombre de structures locales. Dans ce contexte, il faut exprimer des objections à cette politique de réduction du nombre de gouvernements locaux ou structures locales. L'un d'entre eux, c'est que toutes ces politiques et recommandations s'appuient sur l'idée d'économie d'échelle, dans l'hypothèse d'une gestion dans un niveau de gouvernement supérieur qui sert d'habitude à épargner, à économiser, et qu'une région est plus efficace que la commune, même si une structure au-dessus de la région serait moins coûteuse. On peut formuler plusieurs objections à ces prémices. La première s'appuie trop sur les économies d'échelle dans l'hypothèse qu'un niveau de gouvernement supérieur est plus efficace précisément par les économies d'échelle qu'un gouvernement local inférieur. À raison, cela conduirait à essayer de concentrer la gestion des services publics dans des niveaux régionaux ou provinciaux. Mais ces économies d'échelle, on l'a déjà étudié en termes d'économie politique, ne supposent pas toujours une réduction des coûts. Parce que si l'économie d'échelle est importante au moment d'offrir les services publics, celle de l'économie de densité, c'est-à-dire quelle est la structure des établissements urbains dans chacun des territoires, de façon que même si l'on concentre le gouvernement sur un seul gouverneur, au niveau régional, s'il continue à y avoir des noyaux de population dispersés, le coût des services publics sera le même que sa direction s'administre de ses propres noyaux dispersés de population, qu'elle se gère des unités de gouvernement plus élevées. En second lieu, même en reconnaissant l'effet de la diminution des coûts obtenus par les économies d'échelle, conséquence d'élever la prestation des services publics à des niveaux de gouvernement local plus élevés, il faut prendre en compte que cette réduction des coûts de prestation des services publics entraîne un déficit démocratique, c'est-à-dire que le gouvernement local va perdre la proximité avec les citoyens qui sont les destinataires des prestations. Ils sont ceux qui assurent le contrôle démocratique, en dernier ressort, la comptabilité sur les prestations de services. Nous avons donc essayé de décrire la diversité locale en Europe et donner de possibles explications sur l'origine de ces structures locales des différents pays. Elles sont nombreuses et variées entre elles. On peut conclure à la fin de cet exposé que les structures locales sont diverses avec des connexions puisqu'elles partagent quelques éléments communs. Les poids du principe démocratique, celui de l'efficacité et de la tradition sont tous des facteurs qui, combinés entre eux d'une façon différente, expliquent l'existence de cette diversité des structures locales en Europe. Même si l'on ne possède pas une structure locale européenne, on compte avec des structures locales explicatives qui contiennent des critères uniques.